C'est parti pour moi, le lancement est fait. Alors, écoutez, bonjour à tous. Donc, on a encore un tout petit peu d'attente parce que tout le monde n'est pas encore arrivé. Néanmoins, on va commencer par le tour de présentation. Donc, je suis Didier Valère du pôle énergie d'Héricourt-Dijon. Donc, le pôle énergie qui est une régie de la région Bourgogne-Franche-Comté, avec un financement ADEME, ARS. Et partenaire des organisations professionnelles comme la CAPEB, la Fédération française du bâtiment, le CINAMOM. J'en oublie certainement. Notre travail au sein du pôle énergie est celui d'être un centre de ressources pour les acteurs du bâtiment et de pouvoir, à un moment donné, travailler sur les problématiques qui les concernent au quotidien et essayer d'y répondre. En ce qui me concerne, je suis chargé de formation qualifiante, donc j'ai très régulièrement l'habitude d'essayer de trouver des solutions de formation, notamment dans le cadre du RGE. Et c'est dans ce cadre, au contact des organisations professionnelles, notamment la CAPEB et la Fédération française du bâtiment, où j'ai pu me rendre compte de l'importance de soulever la problématique de l'assurance, puisque bien souvent nos installateurs qui sont confrontés à une démarche de formation, notamment dans le cadre du RGE, après la problématique de formation, après la problématique de qualification, se retrouvent dans une autre problématique qui est celle de l'assurance. Et pour lever des doutes et lever on va dire, des interrogations les concernant, il n'y avait pas mieux que d'aller voir les professionnels de l'assurance. Donc, on s'est retourné vers eux et donc la KMBTP a répondu présent à ce rendez-vous. On les remercie à court bien, ils se présenteront dans la foulée. Ce webinaire a été réalisé en partenariat avec la CCI de Bourgogne-Franche-Comté, donc Mélissa Younsi qui est aujourd'hui parmi nous, et Pierrick Maître qui représentera la XCB Solaire, donc l'association franc-comtoise et Bourgogne du solaire, qui également soutient des propos de nos amis de la KMBTP. Voilà. Au programme aujourd'hui, mis à part cette petite introduction, un point déjà sur la partie décennale, puisque je pense qu'elle concerne un certain nombre de questions dans le monde des installateurs. Ensuite, les techniques courantes et les techniques non courantes. Ensuite, un aspect sur l'aspect réglementaire et normatif de l'assurance. Enfin, voilà. Les qualifications spécifiques, un point sur la sinistralité. La souscription, l'analyse et les points d'attention. Donc, tous ces points vont être débattus par la KMBTP. Ensuite, nous aurons une présentation par la CCI, par Mélissa Younsi, qui viendra nous expliquer quel est son job au sein de la CCI et comment la CCI représente les entreprises au quotidien. Voilà. Et Pierrick, évidemment, tu pourras intervenir à tout moment. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je pense qu'on a beaucoup à dire et qu'il y a très peu de temps. Je précise simplement que ce webinaire sera enregistré et comme tous les webinaires, il vous sera possible de le retrouver en ligne soit sur le site du pôle énergie, soit sur un lien qui vous sera communiqué. On a vos adresses mail à tous et donc on vous laissera toutes ces informations ainsi que le PowerPoint de nos deux intervenants de KMBTP qui vous sera communiqué bien sûr ensuite. Voilà. Pour toute question concernant le pôle énergie, eh bien, vous pourrez nous retrouver sur pôle-énergie-bfc.fr. J'en dis pas plus, je vais laisser parler les professionnels, messieurs de la KMBTP, monsieur Bruder et monsieur Colombert. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités pour ce webinaire. Donc, on va l'animer aujourd'hui avec Yann Colombert, mon collègue, qui va vous présenter la partie technique et la partie expertise et technique de partie photovoltaïque. Et pour ma part, je m'attacherai à vous présenter les solutions d'assurabilité photovoltaïque pour que vous puissiez avancer sereinement dans vos chantiers photovoltaïques et être serein sur la partie assurantielle. Pour ma part, je ne me suis pas présenté, je suis Antoine Bruder. Je suis responsable du département construction pour le groupe CAM, c'est-à-dire tout ce qui est en charge de la souscription, la gestion, l'acceptation des risques
pour la mutuelle CAM. Voilà. Je travaille de concert avec Monsieur Yann Colombert, que je vais laisser se le présenter. Bonjour, donc je suis effectivement Yann Colombert. Moi, je suis responsable du service inspection, qui est un service d'expertise et d'analyse de risque au sein du groupe CAM. Donc, on s'attache à veiller à ce que toutes les points techniques un petit peu particuliers soient éclaircis pour assurer une souscription et une adaptation des garanties au niveau des contrats. Voilà. Alors, je vais vous partager le support. Voilà. Donc, normalement, le support, tout le monde le voit. Voilà. Alors, sur le support, avant d'attaquer comme je vais présenter rapidement, donc qui nous sommes? Nous sommes une mutuelle d'assurance spécialisée du BTP, créée en 26 par des entrepreneurs qui avaient à cœur et la volonté d'assurer l'acte de construire. On est le premier assureur BTP dans les départements de l'Est, donc des départements de la Moselle, Meurthe-et-Moselle, jusqu'au département au sud du Grand Est, donc de la Haute-Saône, du Doubs et territoire de Belfort. On a vocation de préparer des offres sur mesure avec une analyse précise et sur mesure des risques, une très forte vocation et conviction sur les conseils d'adaptation à l'évolution des besoins, notamment en l'occurrence, on va le voir là sur le photovoltaïque. Et aujourd'hui, la CAM BTP, c'est la société mère du groupe CAM, qui est un acteur reconnu au niveau national aussi par une solution courtage pour sa proximité avec ses sociétaires et la qualité de ses services. Voilà pour la présentation. Au niveau du photovoltaïque, donc comme ça a été évoqué par M. Veller, vous retrouvez ici le sommaire qu'on va voir, hein, on ne va pas le reprendre. On va juste s'attacher sur les obligations d'assurance décennale. Parce que l'assurance décennale sur le photovoltaïque, il y a eu beaucoup de on-dit, de choses, de certitudes qui n'étaient pas forcément. Donc là, on va voir selon les installations s'il y a obligation ou pas d'assurance décennale, donc qui relève des articles 1792 et suivants. Donc, dans le cas de l'intégration, aujourd'hui, l'obligation décennale ne se pose pas. Il y a obligation d'assurance, car l'installation photovoltaïque participe au clos et au couvert de l'ouvrage. Voilà. À rappeler, là, que la garantie décennale ne couvre pas la fonction de production d'énergie, donc tout ce qui est la partie perte d'énergie, mais vraiment là, la partie clos et couvert de l'ouvrage. Dans le cas de la surimposition, là, c'est sur ce type d'ouvrage où on avait des discussions. Aujourd'hui, les installations photovoltaïques en surimposition relèvent de l'obligation d'assurance. Il y a eu notamment beaucoup de jurisprudence sur 2023 que l'installation photovoltaïque fait partie de l'ouvrage, est un élément d'ouvrage et donc soumis à l'obligation d'assurance. Voilà. On a le sujet de l'autoconsommation où là, on a une obligation d'assurance, hein, que ça soit intégré ou non. On a un risque fort d'impropriété en cas de manquement de la production d'énergie, surtout si c'est la seule source d'énergie pour le bâtiment. Sur le cas des ombrières, donc là, les ombrières qui est un sujet au cœur de l'actualité, hein, parce que dans le cas des différentes lois et des obligations issues des lois climat et résilience, il va y avoir une obligation d'apporter des ombrières photovoltaïques sur des parkings, donc avec différentes phases par rapport aux surfaces. C'est vraiment un sujet d'actualité. Aujourd'hui, les ombrières photovoltaïques donc, sont bien soumis à l'assurance décennale. Elles tombent de la catégorie des ouvrages soumis. Et on peut avoir certaines exceptions dans ce cas-là, qui vont être les parkings de covoiturage, qui par la nature du parking est un ouvrage non soumis à l'assurance. De principe, il faut se dire, si c'est un parking attenant à un ouvrage soumis, donc un ouvrage de bâtiment, l'installation d'ombrières photovoltaïques sera soumise à obligation d'assurance décennale. Et on retrouve les dernières typologies d'installation, donc au sol ou les trackers, qui peuvent être des ouvrages soumis à obligation d'assurance quand ils relèvent de bâtiments ou d'accessoires à un bâtiment soumis. Et sinon, les parcs solaires, eux, ne sont pas soumis à assurance obligatoire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être assuré, bien sûr. Une fois qu'on a défini est-ce qu'il y a obligation ou pas d'assurer la nature de l'ouvrage, il y a un deuxième élément qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la notion de technique courante.
La notion de technique courante, c'est une notion qui est applicable à tous les contrats d'assurance construction du marché, que ce soit n'importe quelle compagnie. Vous avez forcément une clause de technique courante. Et la clause de technique courante, c'est une condition d'application des garanties. C'est un élément très important au-delà des activités. Il faut que les travaux réalisés, les procédés mis en œuvre soient de technique courante. L'objectif de la technique courante, il est très simple, c'est pour les assureurs de garder un aléa. Un aléa à travers une connaissance maîtrisée du produit et de leur mise en œuvre. Quand vous mettez un produit qui est mis en œuvre, qui a été fabriqué d'une certaine manière, et vous le mettez en œuvre dans le respect des préconisations et pour le domaine d'emploi dans lequel il est préconisé, eh ben, il va répondre à son délai d'épreuve qui est aujourd'hui en assurance décennale un minimum de 10 ans. Et donc, s'il répond à ces définitions-là, donc de la technique courante, l'assureur, lui, sait qu'il y a un aléa et qu'il ne payera pas tous les chantiers qui ont été faits et les procédés respecteront et dureront dans le temps. Donc, à défaut technique courante, l'assureur s'expose vraiment à un sinistre certain et, au-delà du sinistre certain, à une remise en question de tout le régime de l'assurance décennale qui est obligatoire aujourd'hui en France. Un peu de cadre juridique pour se rappeler quand même. Donc, il y a la loi de Spinetta de 1978 qui définit le cadre de l'assurance obligatoire, donc les fameux articles 1792. L'ordonnance de 2005 qui définit le champ de l'assurance obligatoire avec les ouvrages soumis et ouvrages non soumis, on en a parlé un peu avant. Et les dernières jurisprudences de 2023 qui installent bien et inscrivent bien les installations photovoltaïques en surimposition dans le périmètre de l'assurance obligatoire, ouvrage soumis obligation d'assurance. Voilà. Vous retrouvez ici la dernière définition qui a été publiée par la circulaire de France Assureur, donc à effet de janvier 2023, qui, de manière large, définit le périmètre de la technique courante. Donc, c'est les travaux qui répondent aux normes, à des règles professionnelles acceptées par la CDP ou les recommandations professionnelles acceptées par la CDP. Pour les procédés qui font l'objet aujourd'hui de la passation du marché d'une évaluation technique européenne, les fameux ETE, ou d'un DIA, un document technique d'application, et d'un avis technique, un ATEX, qu'on va retrouver très couramment aujourd'hui dans le domaine du photovoltaïque. Il faut qu'il soit valide et non mis en observation par la CDP. Pour les procédés les plus expérimentaux, on a toujours les ATEX, les appréciations d'expérimentation, avec avis favorable. La grande évolution de la définition de technique courante depuis janvier 2023, c'est que cet ATEX doit être favorable au jour de la réception et non plus au jour de la date d'ouverture de chantier. Et on retrouve les règles professionnelles acceptées par la CDP. Donc ça, c'est une définition qui est commune à tous les assureurs du marché, qui est aujourd'hui d'application dans tous les contrats, et que vous allez retrouver pour ceux qui sont assurés, dans vos contrats, que vous soyez entreprise, bureau d'études, vous retrouvez cette définition-là. Voilà. Je passe la main. Oui. Donc là, on a essayé de transformer ou d'imager un petit peu le texte de la circulaire. Alors, c'est un schéma qui est à la base un schéma de l'agence qualité construction, donc la QC, où on va y retrouver donc les différents textes normatifs qui font qu'on va basculer dans cette fameuse notion de technique courante ou technique non courante. Donc pour l'application au photovoltaïque, ça va surtout être les avis techniques qui vont être visés favorablement ou pas par la C2P, qui est un organisme de validation de l'agence qualité construction. Et on va retrouver les procédures d'avis techniques expérimentaux, donc ATEX, qui sont soit visés favorablement ou réservés, et qui vont faire que dans un cas, ils vont être dans la technique courante, dans l'autre cas, la technique non courante, et les ETN qui sont assez spécifiques en matière de photovoltaïque. Je peux les changer du coup, Antoine? Si vraiment il y a un schéma à retenir pour tout ce qui est l'installation photovoltaïque, c'est vraiment ce schéma-là par rapport au procédé. Là, vous retrouvez vraiment ce qui va être assuré en automaticité ou pas de vos contrats par rapport à tout ce qu'on a pu se dire avant. C'est vraiment l'élément important. Donc là, on a repris un petit peu un schéma qui retrace un petit peu les différents types de procédés photovoltaïques qu'on peut avoir. Donc l'intégration, la surimposition, des installations au sol ou éventuellement hybrides, c'est-à-dire qui associent du solaire photovoltaïque
au sens électricité avec du solaire thermique, donc avec réseau d'eau chaude en complément. Et pour rester dans le cadre de la technique courante, on a besoin du coup de cet avis technique. Et cette notion de technique non courante va être dans le cadre où les procédés vont bénéficier d'une évaluation technique, mais plutôt de type enquête technique nouvelle, voire pas d'évaluation. Bon, alors il faut savoir que des procédés photovoltaïques qui ne bénéficient pas d'évaluation technique aujourd'hui sont quand même assez mal appréciés par les assureurs. On a rajouté également le lien vers la liste verte de la C2P. Alors sans joindre volontairement la liste, parce que c'est une liste qui est en constante évolution en fonction de la période de validité des avis techniques et de l'évolution des retours d'avis et d'études menées par la C2P. Qui font que cette liste évolue en permanence. Donc, il est préférable de garder le lien et de s'y connecter au moment où on a besoin de vérifier si le procédé qu'on souhaite mettre en œuvre est sur la liste verte. Ce qu'il faut retenir, important, hein, en complément de ce que disait Yann, c'est que si aujourd'hui vous avez des procédés mis en œuvre qui relèvent des catégories, qui relèvent d'une évaluation, d'une enquête de technique nouvelle, s'il n'est pas dénommé dans votre contrat, s'il n'est pas mentionné dans vos pièces contractuelles ou sur votre attestation d'assurance, vous restez dans le schéma de la technique non courante, y compris si le TN est valide, hein, et vous n'avez pas de garantie d'assurance en automaticité dans votre contrat. Ça, c'est un des sujets déjà très importants à retenir. Le TN, même si elle est en cours de validité, elle est disponible, elle est très bonne. Si elle n'est pas dénommée au contrat, vous n'avez pas de garantie. Donc là, on a repris quelques points qui permettent de préciser en fait pourquoi on fait la distinction entre l'avis technique et l'enquête technique nouvelle. Tout simplement parce que l'enquête technique nouvelle est en fait une mission qui est confiée à un contrôleur technique sur la base d'une étude sur la partie solidité et clos et couvert, et en aucun cas la partie sécurité électrique. Donc, c'est-à-dire que le bureau de contrôle ne va pas s'attacher à vérifier que les éléments constitutifs du procédé soumis est conforme à l'ensemble des règles et des normes qui régissent les modules photovoltaïques, entre autres. Et c'est justement le point d'attention qui est porté au niveau des assureurs, puisque on va dire que la majorité des sinistres d'importance est liée à une problématique électrique. Alors certes en nombre un petit peu moins élevé, c'est ce qu'on verra un petit peu plus loin, mais qui génère des coûts très importants. Donc sur la partie avis technique, en fait, le CSTB, lors de son analyse, va intégrer le procédé dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il va vérifier non seulement la partie solidité, donc s'attacher à vérifier que les panneaux tiennent bien et sont pérennes par rapport au système de montage. Par contre, il va compléter son analyse avec la vérification de la conformité normative de l'ensemble des modules et va en définir une liste avec ce qu'ils appellent aujourd'hui une grille de compatibilité qui est également accessible sur le site du CSTB quand on va consulter les avis techniques. Donc ici, on a repris un petit schéma qui permet du coup de représenter un petit peu les différents équipements que peuvent constituer une installation photovoltaïque. Donc on y retrouve dans sa globalité le fait que l'installation doit répondre au guide UTE C15 712 et ensuite les différents équipements qui vont constituer l'installation, à commencer du coup par le système de montage et ses modules photovoltaïques qui vont devoir bénéficier d'une évaluation technique de type avis technique ou enquête technique nouvelle. Et ensuite, chacun des éléments d'équipement tels que les modules
les connecteurs, les câbles, les onduleurs ou les micro-onduleurs avec leurs normes spécifiques. Alors, petit point d'attention à ce particulier, au niveau des modules photovoltaïques, on a régulièrement des échanges, alors parfois tendus avec certains fabricants, notamment sur la validité de la conformité des modules qui ne visent que les normes 61215 et 61730 qui visent au bon fonctionnement et à la sécurité des modules, mais ne visent pas en fait la partie sécurité et conformité des boîtiers de jonction. Les boîtiers de jonction étant les tout petits boîtiers de connexion qui sont à l'arrière des modules. Donc en fait, c'est le premier élément qui fait passer les connectiques électroniques des cellules vers une connectique électrique en courant continu sur l'installation. Donc c'est un élément qui est relativement sensible et qui est la raison de plusieurs sériels connus, dont le dernier était encore en 2023, qui génèrent des départs d'incendie au niveau de ces boîtiers de jonction, d'où l'attention assez particulière. Et donc, un petit détail, c'est qu'il y a certains organismes qui, du coup, incluent maintenant comme condition prérequise à une délivrance d'une attestation de conformité aux normes 61215 et 61730, c'est les organismes, donc le TÜV allemand et Certisolis, qui en fait sont des organismes de certification et qui délivrent ce genre de certificat. Ensuite, au niveau de l'installation, nous, on porte également une attention sur justement le contrôle des potentielles anomalies qui peuvent être source de défaillances électriques et qui vont générer des sinistres incendies relativement importants qui sont en fait des dispositifs qui vont détecter au plus tôt des arcs électriques. Alors, soit ils vont être intégrés dans les onduleurs, ce qui est le cas de beaucoup de fabricants aujourd'hui qui, enfin, maintenant ils s'y mettent. Ce n'était pas le cas de tous les fabricants, mais il y en a de plus en plus aujourd'hui, qui intègrent en fait des dispositifs de détection d'arc au sein même de l'onduleur. On va avoir aussi la possibilité de mettre des micro-onduleurs. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Mais les micro-onduleurs sont en fait des petits boîtiers qui vont être disposés directement à l'arrière des modules photovoltaïques en toiture, qui vont faire que la distance de câblage en courant continu va être très limitée. Donc la source de défaillance au niveau du courant continu va être très, on va dire, courte et maîtrisée. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre également des optimiseurs de puissance, qui sont également des dispositifs à mettre à l'arrière des modules photovoltaïques, qui permettent également de contrôler les anomalies au niveau de l'installation et qui vont permettre de détecter et de procéder à des coupures si nécessaire pour éviter une dégradation et aller jusqu'au sinistre incendie. Autre avantage des micro-onduleurs et des optimiseurs de puissance, c'est que c'est aussi des dispositifs qui permettent de mieux maîtriser les performances de l'installation, notamment quand il y a des risques d'ombrage, puisque c'est ce qui va permettre en fait de garder en fonction l'installation, contrairement à un dispositif qui va être avec un onduleur, où là on va avoir plusieurs modules photovoltaïques qui vont être placés en série. Et si un des modules subit un ombrage, c'est toute la chaîne qui est mise à l'arrêt au niveau de la production. C'est un des avantages. Après, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, c'est qu'on augmente le nombre d'équipements électriques en toiture. Alors, forcément, pour pouvoir installer du photovoltaïque, la nécessité quand même des qualifications. Donc, il y a 3 organismes aujourd'hui qui délivrent des formations et avec à la clé une qualification. Vous allez retrouver Calibat, qui est un petit peu connu dans le sens où c'est également un organisme qui certifie et qui qualifie pour tout autre corps d'État dans le bâtiment. Califelec, qui est un petit peu plus spécialisé quand même en électricité.
et Quali-ENR qui donne un petit peu plus de qualification en matière de tout ce qui est énergétique. Et pour le photovoltaïque, donc avec la qualification Quali-PV. Alors, en détail, Quali-PV a été découpé en deux parties. Donc, il y a Quali-PV ELEC et Quali-PV BAT. Alors, l'origine de ce découpage, c'était un petit peu pour faire la distinction entre ce qui était intégration et surimposition, puisqu'en intégration, ce qui était demandé, c'était la Quali-PV ELEC plus BAT, qui en fait permettait de garantir une certaine qualification en matière de couverture et d'avoir quelques notions quand même pour assurer l'étanchéité, sachant qu'en intégration, le photovoltaïque se substitue à la couverture et assure le clos et couvert. Ensuite, pour les Qualibat, donc il y a différentes qualifications qui ont été créées, ainsi que Quali-FELEC. Et toutes ces qualifications sont définies en fait en fonction de la puissance de l'installation. Alors là, vous avez deux unités, vous voyez du kilowatt crête et du kVA. À l'origine, toutes les qualifications étaient en plafond avec en kilowatt crête, qui est en fait la puissance qui est délivrée par la partie module photovoltaïque, donc tout ce qui est avant onduleur. Mais sous la pression des organismes qui gèrent les réseaux tels que Enedis, on demandait à ce que ces qualifications soient revues au niveau des unités, sachant que ce qui les intéresse, c'est la puissance électrique qui est injectée dans le réseau et qu'ils ont en gestion. Et donc en sortie d'onduleur, on parle en kVA. Alors il n'y a pas véritablement de formule pour faire le lien entre l'un et l'autre, parce que ça va dépendre des caractéristiques des onduleurs. Alors tout à l'heure, je vous parlais de sensibilité au niveau de l'approche assurantielle. Alors souvent, nous, quand on dit qu'on est très attentif à la partie sécurité incendie, enfin sécurité électrique, parce que c'est source d'incendie, on nous répond souvent oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors oui, mais c'est pour ça qu'en fait, je reprends ce graphique-là, qui est une étude qui avait été menée par l'agence qualité construction avec tout le réseau d'experts en France, et qui en fait avait montré que effectivement il y a la source de sinistralité en matière d'incendie est relativement faible. Par contre, c'est le coût sinistre qui est très important pour des sinistres incendies. Et donc là, ce camembert-là montre bien que le pourcentage de sinistres incendies est effectivement moins élevé que des potentiels défauts d'étanchéité, qui restent quand même la majorité. Mais par contre, le coût moyen enregistré était quand même beaucoup plus important en matière d'incendie, et donc sujet à une attention plus importante au niveau de l'assurance. Une première question qui arrive, si je peux me permettre, qui Oui. vient de l'heureux monsieur Pontarlier, qui nous dit: vu l'évolution et l'amélioration des performances rapides des modules, les nouveaux modèles arrivent sur le marché avant les mises à jour des ETN. Souvent quelques mois d'écart entre la mise sur le marché des modules et la mise à jour des ETN. Et donc, pendant ce laps de temps souvent inconnu pour nous, installateurs, comment être sûr de la continuité de notre assurance malgré l'absence des nouveaux modules sur les listes des ETN non mises à jour? Alors oui, je suis parfaitement cette question, parce qu'on est régulièrement confronté à ce genre de phénomène, puisque les fabricants font effectivement évoluer leurs modules photovoltaïques relativement rapidement, et le temps que les études et les évaluations techniques se mettent à jour, il y a souvent une période blanche. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de garantie derrière. Ce qu'il faut simplement, c'est se rapprocher de son assureur pour pouvoir avoir une analyse de la part de son assureur. Chez nous, par exemple, au niveau de la CAM, je sais on est sollicité, et moi, dans le cadre des analyses de risque, quand je n'ai pas ces modules mentionnés dans l'ETN, voire même dans les avis techniques, parce que le cas se présente également dans les avis techniques, la première chose à faire, c'est de vérifier que le module bénéficie quand même des certifications aux normes que j'ai citées juste avant. Et l'autre point à vérifier, c'est les dimensions au niveau des modules, pour vérifier si dans la liste des modules qui sont valides au niveau de l'avis technique ou au niveau de l'ETN, si les dimensions, entre autres les épaisseurs de cadre
de modules et largeur, hauteur des modules est similaire à d'autres modules qui sont déjà validés. Parce que d'un point de vue solidité, si le module a la même épaisseur ou les mêmes dimensions, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas validé d'un point de vue solidité. Maintenant, s'il a des dimensions différentes, alors si c'est plus petit, c'est à voir au cas par cas. Par contre, si c'est plus grand, ça peut être gênant parce que ça veut dire que l'approche au regard de la solidité et la tenue au vent peut différer et nécessiter du coup d'avoir quand même un regard du contrôleur technique qui a émis l'enquête technique au départ. C'est bon? J'espère que ça répond à la question de Monsieur Pontarlier. OK. Alors, maintenant qu'on a vu le cadre juridique avec la qualité de l'ouvrage, s'il est soumis aux obligations d'assurance et la notion technique courante qui, je rappelle, est un des éléments les plus importants de nos contrats d'assurance, Monsieur Colombert nous a présenté le cadre technique avec les différentes normes d'un procédé photovoltaïque. On va s'atteler maintenant à toute la partie analyse de souscription. Donc, dans la vraie vie, comment est-ce qu'on fait pour accompagner la filière et être serein au niveau des contrats d'assurance. Donc, quand on est sur un procédé en intégration, donc là, vous retrouvez le schéma sur la gauche de l'écran du procédé en intégration, donc qui participe au clos couvert du bâti. Donc, l'impératif qu'il y a, c'est que ça soit déjà un procédé qui est sous avis technique et sur la liste verte de la C2P, qui ne soit pas mis en observation. Le point second d'analyse, c'est que le module photovoltaïque qui va être mis en œuvre dans l'ensemble de l'installation du procédé, il doit être référencé dans la TEC et que notre onduleur soit conforme à la norme DIN VDE 126-1. Ça, c'est la partie technique. Évidemment, comme ça a été dit au préalable, l'installation d'un détecteur d'arc ou d'un optimiseur de puissance de micro-onduleur, c'est vraiment des éléments bonifiants parce qu'on sait que ça limite et ça permet de piloter aussi les risques. Et après la partie technique, il y a la partie compétence de mise en œuvre de l'installation photovoltaïque. Et là, on va s'assurer que l'entreprise est titulaire de qualification électrique et bâtiment, soit une complète avec Alibat, soit une qualification électrique et une qualification liée au bâtiment. Quand on est sur des procédés, voilà, là vous avez la synthèse. Donc, on est en procédé en intégration. Ce que je vous disais avant, il est sur liste verte de la C2P, donc il est dit de technique courante. Donc là, si dans votre contrat d'assurance, vous avez une activité photovoltaïque pour des procédés en intégration, il y a une assurabilité possible du procédé sous réserve des qualifications et compétences. D'accord ? Je précise tout de même à ce stade-là, je fais une petite parenthèse, il est important de veiller dans la partie assurance, les activités garanties autour du contrat, qu'il n'y a pas de limitation quant à l'activité. Par exemple, que c'est des procédés photovoltaïques uniquement sur imposition ou intégration, mais bien des procédés photovoltaïques de toute nature. Et de vérifier que l'activité n'est pas forcément conditionnée à une puissance ou une surface installée. Je refais la parenthèse. Sur la partie procédé d'interrogation, quand on n'a pas un avis technique qui est sur liste verte de la C2P, ou on a un avis technique qui a été mis en observation. Et je vais rajouter même où on a un avis technique sur liste verte de la C2P et le module n'est pas référencé dans l'avis technique ou dans la grille de vérification du CSTB. Donc là, c'est étude obligatoire par un dossier technique. Le dossier technique qui est l'analyse du procédé sous ATEC ou le TN. Il va falloir communiquer les fiches techniques des panneaux. S'ils sont dans le TN, vérifier qu'ils sont bien dans le TN ou dans l'avis technique. Au niveau des vérifications normatives, donc c'est ce qu'on disait avant pour se prémunir au maximum du risque électrique. Donc vérifier que les panneaux sont conformes aux normes NF 61215, 61730 et que le boîtier de jonction qui est à l'arrière du panneau qui permet la connexion des panneaux répond bien à la norme NF 62790. Il est entendu que là on parle de normes NF, mais si on a des normes européennes IEC, bien évidemment elles sont acceptées.
Voilà. Juste un petit point par rapport au boîtier de jonction, là, je rebondis juste dessus. Régulièrement, dans le cadre des analyses, on a des retours où on nous répond, nous, on n'a pas de boîtier de jonction sur notre installation. Ça, c'est juste impossible parce qu'un module photovoltaïque a forcément un boîtier de jonction qui est collé à l'arrière qui permet d'être connecté à l'installation. Donc, il ne faut pas confondre le boîtier de jonction avec le coffret de jonction, qui est le coffret de jonction AC/DC pour une liaison courant continu, courant alternatif. Donc ça, c'est pour la partie intégration. Sur la partie surimposition, donc on change surimposition en toiture ou des systèmes, d'autres systèmes au sol ou autre. Donc là, on va analyser quoi? On va analyser l'avis technique et que les panneaux soient bien référencés dans la tech, dans cet avis technique, ou à défaut un ETN avec les panneaux référencés de l'ETN, que dans le cadre d'un ETN, les panneaux répondent bien aux normes qu'on a déjà vues avant, y compris pour le boîtier de jonction, et la justification des normes de l'onduleur. Là, par contre, la première différence est qu'au niveau des compétences, sur la partie installation, intégration au bâti, il n'est pas forcément exigé une qualification quali-PV BAT, donc par rapport à l'intégration au bâtiment, mais des compétences de couvreur peuvent suffire parce on ne touche pas à toute l'étanchéité du toit, c'est plutôt en général des crochets qui sont sortis de toiture. Par contre, il va être exigé des qualifications électriciens sur la partie électrique du procédé, notamment pour la partie raccordement des modules, raccordement aux éléments de dispositifs de protection et aux onduleurs et forcément au réseau. Voilà. Donc là, on retrouve la même synthèse qu'avant, mais sur la partie procédé en surimposition. Donc en surimposition, à partir du moment où on a un avis technique en cours de validité, donc contrairement à avant, on n'a pas besoin qu'il soit sur la liste verte de la CDP, que les panneaux soient bien référencés, dans l'avis technique ou de la grille de vérification du CSTB, eh ben, il y a une assurabilité du procédé, évidemment comme avant, sous réserve des compétences et qualifications, mais le procédé est assurable et géré de manière assez rapide. A contrario, et ça va être aujourd'hui la plus grande partie du marché et les plus grandes problématiques photovoltaïques qu'on rencontre, on voit quand même qu'aujourd'hui, on a un marché qui s'oriente de plus en plus sur des procédés en surimposition, au-delà de certains procédés en intégration ou des tuiles solaires, et qu'aujourd'hui, une grande majorité des procédés disponibles, aussi bien proposés par les installateurs que par les négociants en matière de construction, on est sur des procédés qui sont sous ETN, donc en quête de technique nouvelle. Donc là, c'est le gros du sujet et les gros de nos demandes qu'on rencontre nous au quotidien. Et là, bah, on garde la même logique, donc à savoir qu'il faut un ETN en cours de validité. Les fiches techniques des panneaux. Fiches techniques des panneaux, c'est de s'assurer qu'ils sont une conformité normative, toujours les mêmes normes, et que ces panneaux sont bien référencés dans les ETN. On a vu avant qu'il y a des solutions pour s'adapter. Si aujourd'hui, bah forcément, les fabricants de modules évoluent très vite pour améliorer la sécurité des panneaux, il y a des laps de temps creux. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est les étudier par des services d'ingénierie comme ceux de M. Colombaire et les dénommer dans les contrats. Comme ça ne pose pas d'interprétation en cas de sinistre. Voilà. Les points de vigilance et les bonnes pratiques sur un dossier photovoltaïque qui est soumis à l'assureur, donc c'est de bien mettre en avant l'expérience que vous avez dans le domaine du photovoltaïque, aussi bien sur la partie couverture, électricité, les CV, les formations, bien insister sur les démarches ou les qualifications acquises, que ce soit des qualifications qualité Quali, EFELEC ou Qualibat, communiquer les attestations. On a quelques régions aujourd'hui, on voit sur nos périmètres où il y a des délais de formation qui peuvent être un peu longs. On peut s'inscrire, on n'a pas forcément une session rapidement. Donc, on sait aussi s'adapter à dire, bah voilà, vous avez fait la démarche d'inscription, on vous laisse un temps on adapte le contrat en disant, bah, la qualification doit être faite dans un temps donné. À vous, après, de communiquer évidemment l'attestation d'assurance.
Sur la partie activité, bien maîtriser et mettre en corrélation les puissances des installations avec les compétences et qualifications. Quelqu'un qui est qualifié, par exemple, Quali PV 36, ne va pas prendre des marchés de 250, 500 kW crête. De s'assurer que dans son contrat, j'ai des montants d'opération qui sont cohérents avec mes garanties d'assurance. Ou, comme je vous le disais avant, on voit certains assureurs qui ont tendance à limiter une activité photovoltaïque à une surface par opération. Aujourd'hui, grosso modo, si on fait des grandes cotes, 1 kW crête, c'est environ 5 mètres carrés. Quand je vois des opérations, des assureurs qui limitent à 50 mètres carrés par opération, clairement, poser du 36 kW crête, ce n'est pas possible. Au niveau des pratiques de l'activité quotidienne, voir le sujet de la sous-traitance. Est-ce que votre sous-traitant est compétent? Est-ce qu'il est qualifié? Est-ce qu'il est assuré? En fonction du domaine dans lequel il va intervenir, est-ce que vous êtes couvreur et vous allez prendre un sous-traitant qui va intervenir pour la partie raccordement réseau et branchement de l'onduleur? À contrat, vous êtes électricien et vous avez une renommée, un marché, et puis vous sous-traitez avec un couvreur pour la partie intégration bâti. Donc là, vraiment, qu'il y ait un jeu et une vérification dans les deux sens de qui fait quoi, qui est assuré pourquoi, et est-ce qu'il y a bien les compétences. À noter quand même, je fais une petite aparté, qu'il nous arrive, et on le voit assez fréquemment, des entreprises de couverture qui nous disent eh ben moi, je fais que poser les panneaux, je ne les raccorde pas. Et je fais que de la surimposition sur de l'ouvrage d'habitation. Je dis c'est quasiment impossible parce qu'aujourd'hui, si vous mettez un module en œuvre, vous allez forcément faire un minima la connectique des modules entre eux, donc avec ces connecteurs qui sont aujourd'hui généralisés sur des MC4. Donc voilà, vous avez quand même la partie raccordement des modules, mais pas le raccordement éventuellement à l'onduleur, et encore moins au niveau du réseau. Mais bien pensez que quand vous posez des modules, vous raccordez les modules entre eux. Les références techniques, ça on en a parlé. Le devoir de conseil, donc à réception et à la livraison de l'installation photovoltaïque. Notice sur l'entretien. Donc vous retrouvez dans les avis techniques ou dans certains ETN, la maintenance, le monitoring. Voilà. Pour les... Oui, Antoine, si tu le permets, il y a eu une question. Et avant de te laisser continuer, ça concerne le premier onglet sur l'expérience et les qualifications. Donc, il y a une question qui a été posée par EJE, Yannick. Pour la qualification, la formation suffit ou il faut obligatoirement être référencé par un organisme de qualification? Alors, je pense que vous faites référence au Qualibat. Et donc, je pense que là, vous me confirmez, on ne nous demande pas, si vous voulez être juste RGE en Quali PVLEC, vous pouvez passer uniquement par le Qualiténaire, vous n'êtes pas obligé de faire un dossier au Qualibat. C'est au choix, en fait. Alors, Oui, c'est ça, c'est pas toutes les qualifications cumulées. En fait, Voilà. c'est pour ça on avait scindé en fait électricité et bâtiment, parce que Quali-TNR distingue avec Quali-PV ELEC et Quali-PV BAT. Si vous avez par exemple ELEC et BAT, ça suffit à justifier d'une qualification. Maintenant, vous pouvez aussi aller vers Qualibat, où Qualibat, lui, dans sa qualification, il inclut l'aspect ELEC et l'aspect bâtiment. Qualifelec fait la même chose maintenant. Donc, si vous avez par exemple la SPV2, la SPV2 peut être la seule qualification que vous ayez et qui va vous permettre de faire des installations jusqu'à 250 kW crête, aussi bien en intégration qu'en surimposition. D'accord. Alors, toujours une question qui va dans le sens de ce qu'on disait juste avant. Si l'entreprise titulaire, donc c'est toujours M. Pontarlier qui pose la question, si l'entreprise titulaire du marché principal est Quali-PV, par exemple, est-ce que l'électricien sous-traitant qui raccorde uniquement entre l'onduleur et le réseau doit-il être aussi le Quali-PV? oui, il doit aussi être qualifié pour le raccordement des réseaux. Ça justifie qu'il a ses compétences pour le raccordement au réseau. Donc, oui, il doit l'avoir. Mais ça peut être que la Quali-PV ELEC. Que la cabine PV, là, tout à fait, oui. Tout à fait. Sachant que pour rebondir sur ce qui a été dit, sur les qualifications, aujourd'hui, nous, assureurs, on ne va pas dire Qualibat ou Qualifelec ou Qualitaner est mieux. L'objectif vraiment, c'est d'en avoir une ou plusieurs, parce qu'il y en a des entreprises qui en ont, qui peuvent avoir un Qualibat à Qualitaner pour les croiser de cet renouvellement.
mais d'avoir une qualification qui est en cours de validité et adéquate par rapport aux travaux réalisés, intégration sur imposition, et par rapport à la nature, s'ils font tout l'ouvrage ou qu'une partie de l'ouvrage photovoltaïque. C'est Oui, vraiment parce ça que le plus important. des retours qu'on avait eus, effectivement, il y a certains organismes, alors je ne sais plus si c'est Calibat ou Califelec, où il y a un délai assez long sur la période de renouvellement. Et pour éviter de se retrouver dans une période de creux sans qualification, ils ont une double qualification, et ce qui leur permet de faire les renouvellements en décalé durant la période de renouvellement pour être certain d'avoir au moins une qualification active en permanence. Ouais. Alors, pour, pour avancer, pour respecter le timing, donc aujourd'hui, donc on a vu les différentes solutions pour s'assurer de manière, je dirais, sérieuse et être certain d'avoir les bonnes garanties. Pour assurer quand même aujourd'hui, hein, dans le schéma du photovoltaïque, aujourd'hui les assureurs français, notamment nous, le groupe CAM, on sait qu'aujourd'hui on va dans un contexte réglementaire et il est déjà en cours où bah, l'installation photovoltaïque fera partie aujourd'hui du paysage de la construction et des nouvelles constructions, voire même sur de l'existant. Donc clairement, on est en capacité d'accompagner les entreprises. Le sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait un vrai échange, des études techniques, on communique de manière transparente sur les procédés mis en œuvre, sur la manière dont ils sont mis en œuvre, les chiffres d'affaires, le typologie des installations, comment vous évoluez dans le temps, parce que vous pouvez évoluer ou commencer à travailler sur des petites installations et après évoluer, structurer des équipes. Si vous faites appel à de l'ingénierie, à des bureaux d'études spécialisés en sous-traitance ou en co-traitance, évidemment, c'est des informations qui permettent de conforter l'analyse d'un de ces techniques et bah, d'apporter, je dirais, de l'eau au moulin pour avoir le plus beau dossier photovoltaïque. Dernier sujet, attention, aujourd'hui, on retrouve encore sur le marché des assureurs qui ne sont pas très soucieux de l'adaptation des contrats d'assurance et aujourd'hui des évaluations techniques sur les procédés. Des assureurs qui peuvent être en LPS ou qui sont moins soucieux de l'adaptabilité des contrats. Donc, ce n'est pas forcément le prix bas qui est le critère de choix. Aujourd'hui, sur le photovoltaïque, le vrai critère de choix, c'est que vos procédés soient dénommés dans votre contrat et que vous ayez un assureur qui est vraiment pignon sur rue. Voilà. Parce que je rappelle que bah, l'assurance sur votre charge en sinistre, c'est vrai, mais si demain vous avez une déchéance de garantie au titre de votre contrat d'assurance, ça ne vous relève pas en tant que constructeur d'une échéance de garantie et vous serez tenu à indemniser le sinistre en votre qualité de constructeur. Ça, c'est vraiment important, surtout sur le photovoltaïque, hein, vraiment, j'insiste, il ne faut vraiment pas se dire, moi, je fais que des petits chantiers où j'ai un procédé qui, je trouve, facilement, il est assuré. Non, non. Ayez bien le réflexe de communiquer avec votre assureur et de vous assurer que ce que vous mettez en œuvre est bien assuré. Voilà. Merci de votre attention. Il y a Merci. des questions? Merci Antoine, merci Yann. Donc, pendant que les gens écrivent les questions et réfléchissent aux questions qu'ils vont vous poser, vous pourrez les lire sur l'écran, Yann et Antoine. Je vais laisser Mélissa maintenant présenter un petit peu son travail au sein de la CCI Bourgogne-Franche-Comté. À toi, Mélissa. Merci Didier. Bonjour à tous, Mélissa Younsi, conseillère photovoltaïque au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté chez la CCI. Alors, je vous parle actuellement des bureaux de Besançon où je suis, j'exerce du coup mes missions. Et donc, j'ai trouvé une petite diapo à partager qui résume bien ce que je fais. Donc, si tu me permets, Didier, je vais partager. Vas-y, je t'en prie. Voilà. C'est tout bon? Oui. Parfait. Je vais mettre quand même là. Voilà. L'objectif mes missions principales, c'est d'accompagner les entreprises de la région en collaboration du coup avec des conseillers environnement. Donc, c'est mes collègues qui sont situés dans chaque département et qui abordent toutes les questions, notamment de sobriété, d'efficacité énergétique. Donc, ça fait partie des points de vigilance on le verra après.
Donc, l'objectif principal, c'est d'accompagner les entreprises, notamment via l'animation d'événements comme celui-ci. Je ne sais pas si vous aviez vous aviez assisté au webinaire sur tout ce qui est réglementation en février, notamment. Donc, c'était en février avec la DDT. Donc, aujourd'hui, avec le pôle énergie. Et pour un sujet qui n'est pas à laisser de côté, parce que du coup, je suis orientée tout type d'entreprise, donc en partant de la PME à l'ETI. Le sujet de l'assurance n'arrête pas de revenir, en effet. Donc, c'est un des points de vigilance aussi que je rappelle souvent. L'idée est de réaliser aussi des études d'opportunité pour permettre aux entreprises d'avoir une visibilité technico-économique donc de leur projet. Et cela ne remplace pas une étude de faisabilité qu'un bureau d'études pourrait réaliser, mais peut déjà donner des estimations technico-économiques. L'objectif aussi, c'est donc de fournir une veille réglementaire et technique aux entreprises en mettant en avant, donc, par exemple, tout ce qui est loi APER éventuellement, qui est d'actualité aujourd'hui pour tout ce qui est parking, euh, et, euh, aussi donc pardon, l'inclure dans l'étude d'opportunité et la personnaliser au mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des points de vigilance que je vois avec l'entreprise déjà avant de faire l'étude d'opportunité. Le premier point, donc, c'est surtout tout ce qui est sobriété et efficacité énergétique, donc réduire tout ce qui est consommation. Donc ça se fait en collaboration avec un de mes collègues environnement, donc du département concerné où se trouve l'entreprise. Le deuxième point, c'est vérifier donc la structure de l'entreprise. Pardon, il y a une ambulance qui passe à ce moment précis. J'espère que vous m'entendez toujours. Oui. Bon, là, c'est bon. Très bien. Donc, le deuxième point, c'était vérifier tout ce qui est structure pour les projets en toiture et Enedis en troisième point pour tout ce qui est raccordement réseau. Et aussi, il y a le point que je rappelle toujours, contactez votre assureur dès le début de votre projet pour voir éventuellement les conditions qu'il met en pratique. Donc, par rapport à l'étude d'opportunité, aux études d'opportunité, elles sont prises en charge en totalité par l'ADEME et la CCI. Et je fais partie donc du réseau RT2E. Donc, on voit juste en haut. Donc, c'est le réseau de la transition écologique et économique en collaboration avec l'ADEME, notamment la région, la CMA et donc la CCI. D'accord. Voilà, j'ai fait le tour. Merci Mélissa. Donc, pareil, vous avez les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Pour toute question, n'hésitez pas à la joindre. J'ai une première question donc pour Antoine et Yann. Donc, bonjour. Quid des installations au-delà de 900 mètres? Les ATEX sont en général limités à cette altitude. Comment être couvert au-delà? Alors effectivement, tous les avis techniques sont pour les climats de plaine, comme ils appellent, et donc systématiquement limités à des altitudes inférieures à 900 mètres. Donc si il y a effectivement des cas où vous vous retrouvez à devoir installer au-delà, vous basculez du coup dans le domaine de la technique non courante et il faut solliciter son assureur et il y aura une analyse au cas par cas en fonction de la situation du site. Mais la plupart du temps, c'est lié à des aspects de charge de neige ou éventuellement de sites exposés au vent un peu particuliers qu'on ne retrouverait pas en climat de plaine. C'est un petit peu d'ailleurs le cas aussi quand on a des installations en bord de mer, ce qui est souvent aussi exclu lié à l'aspect agression saline lié au, au vent et à l'ambiance humide salée qu'on peut retrouver en bord de mer. En D'accord. complément, il faut aussi être vigilant. La question est très bonne, hein, mais il faut aussi, dans les avis techniques, les évaluations techniques, vous avez le domaine d'application ou le domaine d'emploi. Et il peut y avoir des procédés qui ne sont pas faits pour être sur des installations où il peut y avoir des émissions agressives. Ça peut être par exemple des bâtiments agricoles, des stations-service, des sites CVE et autres. Donc bien s'assurer que le procédé choisi, une fois qu'on l'a choisi, qu'on l'a assuré,
est bien, va bien dans la destination à laquelle on le destine, quoi, hein. Ça, c'est vraiment important. Et parallèlement, de vos dispositions, dans vos contrats d'assurance, que vous n'avez pas d'exclusion sur certaines typologies de bâtiments, qui peut aussi aujourd'hui exister et qui existe en complément des, des limitations, des évaluations techniques. Je vais me tourner maintenant vers mon compère Pierrick, qui représente au travers de la FCV Solaire un certain nombre d'installateurs, bureaux d'études et autres. Alors, Pierrick, est-ce que toi, tu vois encore quelques problèmes à exposer à Yann et Antoine au niveau de l'assurance? Est-ce qu'il y a des points qui te paraissent encore sombres ou est-ce que la réponse a été parfaite? Dis-moi voir. Voilà, le sujet des assurances, c'est jamais parfait. Effectivement, on a un marché qui est ultra dynamique, qui va pas au même rythme, effectivement, que ou le législateur ou les assureurs. Donc ça a été évoqué, c'est parfois assez compliqué. On est sur la région, effectivement, ça a été aussi évoqué sur des spécificités d'altitude. Les technologies, plus les spécificités, la jeunesse du métier, l'absence de DTU font que le sujet d'assurance est souvent géré quand même au cas par cas. Moi, je vois des entreprises et des assureurs comme CamBTP qui connaissent le sujet, qui avancent dans le sens quand même du marché. Alors, c'est jamais simple le sujet des assurances, mais je pense que ça peut être beaucoup plus compliqué avec d'autres opérateurs, effectivement. Euh, Ce qui est important, c'est d'avoir aussi des gens en région et de la proximité pour pouvoir avancer sur des sujets spécifiques. Ça, on le voit beaucoup auprès de nos adhérents. Et puis, en fait, l'idée, c'est de vraiment, en tant qu'installateur, soumettre chaque nouveau procédé qu'on serait amené à utiliser et à poser pour avis et validation à son assureur avant, bien sûr, de faire réaliser le chantier. Alors, ça remet une couche, en fait, d'inertie dans le développement du projet, mais c'est, de notre point de vue, au niveau des professionnels, prioritaire de bien avancer dans ce sens-là. Très bien, mais je te Vous avez remercie. entièrement raison, hein, Pierrick, hein, vous avez entièrement raison, et c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui, hein, et de travailler de concert avec son assureur, hein. Nous, on a un vrai maillage territorial, il y a plusieurs délégations, mais c'est vraiment le sujet, hein, de travailler et d'adapter continuellement, hein. On voit avec Yann, on a souvent des nouveaux procédés, des nouveaux modules qu'on ajoute, qu'on met à jour, qu'on évolue. Voilà. Il faut vraiment être en interaction, je dirais pas quotidienne, mais fréquente, et surtout avant le démarrage des travaux. On est dans des métiers dont les compétences évoluent au quotidien, hein, pour la pose des systèmes photovoltaïques. Et pour l'avoir évoqué encore il n'y a pas si longtemps au cours d'une réunion à Dole, effectivement, ça nécessite aussi la prise en compte. On en parlait des formations d'agrément, mais il existe tout un staff de formation lié à la prévention des risques qu'il va bien falloir à un moment donné également passer. Je pense aux travaux routeurs, je pense aux habilitations électriques, qui sont également des gages de sécurité dans ces métiers, qui sont pour le coup des évolutions de métiers connus comme celui d'électricien ou couvreur. Donc quelque part, en liaison avec les assureurs, et les agents de prévention, entre guillemets, pouvoir s'assurer au mieux on va dire, de la pérennité dans ce métier-là. S'assurer, c'est une chose, mais on n'assure pas une bagnole, on assure un métier et des gens qui travaillent au quotidien. Donc je pense que là, il faut effectivement se tourner vers les professionnels. Et je remercie encore bien la CamBTP pour leur intervention, ainsi que la CCI qui m'a aidé à monter ce webinaire. Évidemment, Pierrick, toujours aux côtés du pôle énergie, ça fait plaisir. Une dernière question, toujours Monsieur Pontarlier. Dans son cas d'altitude supérieure à 900 mètres, le fournisseur du supportage peut fournir des notes de calcul complémentaires? C'est une question. Alors, ça peut être plus compliqué que ça, en fait, parce que la première chose, effectivement, rien n'empêche de faire une note de calcul pour vérifier que le système de montage peut admettre des charges supplémentaires.
Maintenant, c'est pas que cette problématique-là, parce que on a également le problème au niveau du module photovoltaïque en lui-même, parce que c'est quand même des modules qui sont relativement souples. Et selon les dimensions du module, il peut tout simplement ne pas être en mesure de supporter une charge de neige sur sa surface courante. Il fléchirait, et un fléchissement au niveau d'un module peut être à l'origine de ruptures de connectique entre les cellules, générer des points chauds, et je vous passe pas le sinistre que ça peut générer derrière. Donc, on peut pas se contenter d'une simple note de calcul de l'organisme support. Très bien, je vous remercie. Alors, merci à tous les participants. Je vous rappelle que ce premier webinaire fait partie d'une trilogie qui s'appelle « Se former pour réussir ». Ce premier volet était dirigé vers l'assureur. Le deuxième sera tourné vers la prévention, donc en lien avec l'OP-PTP de Bourgogne-Franche-Comté. Et un dernier volet sera consacré essentiellement à la formation. Pour les coordonnées de M. Bruder et M. Colombet, eh ben je vois un petit peu comment faire pour vous les donner. Donc, c'est monsieur Joël Rousseau qui pose la question. Donc, on fera le nécessaire. Et puis, je vous rappelle que ce webinaire, vous aurez l'occasion de le voir en replay et d'avoir les différentes présentations des participants, des présentateurs sous peu. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, 18h31, et merci encore de votre attention. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir.